Eh bien, Boujoubin, chère Normande, cher Normand, vous êtes bien sur les réseaux sociaux de la Normandie conquérante et les interfaces podcast pour écouter ce neuvième épisode des Entretiens conquérants. Nous sommes aujourd'hui dans le sud-Manche. Nous faisons nos grands retours dans la Manche après avoir été dans le Cotentin. Nous sommes plus précisément à Verny, près de Bressé, non loin d'Avranches, en compagnie de Lou Laurent, jeune Normand conquérant de la Manche, près de Sourdeval. Comment tu vas, Lou? Écoute, je vais très bien, je suis très heureux d'être avec vous deux pour cette émission qui va être très intéressante. Merci beaucoup Lou, effectivement, Lou dit nous deux puisque nous sommes avec notre invité d'honneur aujourd'hui, Julie Barenton-Guillas, 47 ans. Vous êtes mère de 4 enfants, ancienne chef d'entreprise, également ancienne présidente du centre de formation et d'apprentissage en travaux publics d'Alençon, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, 9e vice-présidente de la région Normandie, en charge de thématiques importantes, l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du numérique. Bonjour Julie, merci pour votre accueil à Verny. Comment vous allez? Bonjour à toutes et tous, je suis ravie aussi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais très bien, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Plaisir partagé, donc c'est sur ces mots, chers auditeurs, que nous allons débuter ce 9e épisode. Vous avez désormais l'habitude, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs ou augmentez le son. Top départ de notre 9e épisode des Entretiens conquérants spécial enseignement supérieur, recherche, innovation et numérique. Alors, Julie, durant cette première partie, je vous propose que nous puissions faire connaissance avec vous. On connaît davantage sur votre parcours professionnel, personnel, mais également lorsque vous étiez plus jeune et studientin. La première question que je pose toujours aux élus qui passent devant ce micro, d'où venez-vous? Est-ce que vous êtes originaire de la Manche? Que faisaient vos parents concrètement dans la vie? Alors oui, je suis originaire de la Manche, je suis née à Saint-Hilaire-du-Harcouët. J'ai vécu dans le Sud-Manche également, du côté de Bassy, pas très loin de la baie du Mont-Saint-Michel. Depuis une vingtaine d'années, maintenant, je vis à Verny. Mes parents étaient originaires de Bressé et de Bassy. Mes grands-parents également. Donc, j'avais un grand-père pharmacien sur Saint-Hilaire-du-Harcouët, un grand-père agriculteur sur Bassy et mes parents, enfin mon père en tout cas, a monté son entreprise de travaux publics sur la commune de Bassy. Ma maman travaillait avec lui. Et vous alors, que faites-vous dans la vie? Quelles ont été vos études lorsque vous étiez plus jeune et justement qui ont fait ce que vous êtes devenue aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui qui est devant nous, est avec nous pour cet entretien? Alors idéalement, j'aurais souhaité être vétérinaire ou éthologue, voire sociologue. J'ai même pensé un moment à sage-femme aussi, mais finalement, je me suis lancée dans des études d'ingénieur en environnement. J'ai étudié, c'est la seule période où j'ai quitté finalement la Manche et la Normandie. Je suis allée étudier à Rennes, mais j'ai fini par un an d'études à Caen. J'ai fait à l'époque un DESS en gestion de production et des opérations à l'IAE de Caen. Et donc effectivement, 4 enfants aujourd'hui qui ont entre 22 ans et 14 ans, donc 2 étudiants et 2 lycéens. J'ai pu découvrir au cours de la préparation de cet entretien que donc vous aviez été chef d'entreprise dans le domaine notamment des travaux publics, un domaine que vous connaissez bien, hein, on va en parler dans quelques instants. Vous avez justement été membre actif de la Fédération des travaux publics par le passé. Vous connaissez très bien le monde donc des travaux publics. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été dans ce secteur et surtout, qu'est-ce que ça fait quand on est une femme chef d'entreprise dans un milieu très masculin? Bah, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle je suis allée dans ce secteur-là. J'avais envie de prouver qu'une femme, effectivement, pouvait exister dans un milieu d'hommes. C'était un vrai challenge pour moi. Un challenge que je pense avoir réussi, en tout cas dans cette période de ma vie. Et le fait que je sois une femme, et j'ai été sollicitée assez rapidement par les syndicats professionnels pour justement m'engager, en tout cas féminiser un peu la profession. J'ai accepté donc volontiers de m'engager à leur service, notamment sur des sujets de formation. Alors, votre parcours professionnel et surtout votre expérience vous ont amené à multiplier les casquettes par la suite au cours de votre évolution, puisque vous avez intégré dans un premier temps
le Conseil économique, social et environnemental régional de Basse-Normandie, qui deviendra ensuite le Césaire régional de la Normandie réunifiée, mais également présidente du CFA, donc le Centre de formation d'apprentissage des travaux publics d'Alençon, tout un symbole, j'ai envie de dire. Concrètement, comment vous avez géré la mutation du statut de chef d'entreprise à présidente d'un CFA et en siégeant dans une instance comme le Césaire? Alors oui, effectivement, j'ai accepté cette proposition de représenter donc mon syndicat professionnel des travaux publics au Conseil économique et social environnemental à l'époque qui était bas normand. Ben, l'idée, c'était vraiment pour moi de défendre les intérêts de ma profession dans ce conseil. C'était aussi parce que j'étais convaincue, enfin au-delà d'avoir la tête dans le guidon de son entreprise, persuadée, enfin et de toute façon c'est toujours nécessaire que des entrepreneurs puissent investir aussi pour le collectif. En fait, il y a des sujets qu'on doit porter à l'échelle régionale, des sujets, notamment comme j'en parlais tout à l'heure, de formation, des enjeux sur le recrutement, l'attractivité. Et donc là, on a besoin de représentants des entreprises pour porter la voix des entreprises au niveau des collectivités. Et donc, j'ai accepté volontiers de le faire au sein du Césaire pour voilà, défendre les intérêts de ma profession. Alors visiblement, vous avez effectué un excellent travail puisque après avoir intégré cette instance, vous avez même été nommée la première vice-présidente donc du Césaire Normandie, ce qui vous a amené à être à la barre de plusieurs dossiers. À titre d'exemple, quels sont ces différents dossiers sur lesquels vous avez été à la barre lorsque vous étiez au Césaire? Alors quand on est au Césaire, on fait de nombreuses études. Alors j'en ai fait déjà, j'ai participé à beaucoup d'études en tant que simple conseillère, des études notamment sur le numérique, sur le décrochage scolaire, qui m'amène à dire qu'aujourd'hui je mesure un peu les sujets dont je dois m'occuper. Mais également, effectivement, en tant que première vice-présidente du Césaire, j'ai eu l'honneur de pouvoir piloter certains projets qui étaient un petit peu en dehors des sujets classiques des Césaires, mais un peu plus en lien avec l'actualité. Et donc, quelques-uns de ces sujets. Donc, il y a eu une étude en vue de la mise en place du futur EPIC du Mont-Saint-Michel. En sachant que j'étais du Sud-Manche, évidemment, je me suis saisie du sujet et je l'ai fait avec plaisir et honneur. Des sujets sur un sujet important suite à l'accident de Lubrizol. On a souhaité connaître en fait l'état, la capacité des collectivités à alerter les populations en cas d'incident tel Lubrizol, mais ça pourrait aussi être le cas en cas de catastrophe naturelle. Donc là encore, c'est un sujet très intéressant et qu'on a eu l'occasion après de présenter aux différents présidents des métropoles et aux préfets. Et puis, un sujet sur le grand débat. Alors là, c'était donc dans le cadre du grand débat, nous avons décidé avec le Césaire de s'emparer du sujet, d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de ce grand débat. Nous avons assisté à une trentaine de grands débats en Normandie. Ça nous a permis d'écouter des citoyens, en sachant que c'est un peu dans l'ADN du Césaire, et j'ai envie de dire dans mon ADN aussi. Et c'est pour ça que je suis une personne très très à l'écoute, et c'est pour ça aussi que finalement on m'a confié cette première vice-présidence, puisque voilà, j'aime vraiment analyser, écouter avant de potentiellement décider. Je disais tout à l'heure qu'effectivement ça avait été une reconnaissance de votre investissement, de votre travail, et en quelque sorte on peut dire que ces différentes casquettes que vous avez portées et qui vont encore se multiplier à la suite de votre évolution ont été une belle expérience pour votre engagement dans la vie publique, puisque en parallèle de votre engagement donc professionnel et de représentation de filières comme par exemple celle des travaux publics, ou également en travaillant en lien avec le MEDEF Normandie, vous vous êtes engagé dans la vie publique au niveau local, dans la Manche, donc à Vernier plus précisément, puisque vous avez été donc conseillère municipale. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la politique, la vie publique? C'est votre engagement professionnel, le fait de siéger au Césaire, ou c'est autre chose? J'ai envie de dire c'est un engagement tout le temps. Enfin, pour moi, partout où je vais, quand on me demande et quand je sens qu'il y a nécessité de le faire, je le fais. Donc voilà, le conseil municipal de Verny, c'était à une période où il y avait un peu un désintérêt de la politique et nous sommes une toute petite commune, donc une difficulté à constituer une liste et comme j'étais
on va dire, un peu connue dans le village pour avoir participé au comité des fêtes. C'est en toute logique que je me suis investie et aussi, comme j'étais au Césaire, j'ai pensé que je pouvais accompagner très logiquement le conseil municipal et les accompagner dans leur démarche et leur réflexion. Vous aviez déjà envisagé un mandat local, un mandat électif? Non, pas vraiment. Je n'avais pas envisagé, mais voilà, aujourd'hui, c'est ce qui se passe et je le fais avec plaisir. Alors justement, vous veniez d'évoquer le terme plaisir. En 2021, c'est en quelque sorte une consécration de votre parcours professionnel et citoyen, puisque David Marguerite, que nous avons donc rencontré lors du deuxième épisode de ces entretiens conquérants, et Hervé Morin, vous propose de rejoindre tout bonnement la liste Normandie conquérante. C'est une proposition que vous avez considérée comme pertinente au regard de votre réflexion personnelle, puisque vous avez confié, j'ai pu trouver ça sur Internet, le 8 juillet 2021 dernier dans les colonnes d'actu.fr, je cite: «J'ai accepté car ça fait 7 ans que je réfléchis à ce qui serait bien pour la région». Quand même, vous aviez quand même déjà de l'idée, une réflexion sur la Normandie. Est-ce que vous avez quelques idées, quelques thèmes en tête justement qui vous ont amené à dire oui à David Marguerite et Hervé Morin et même j'irai plus loin, est-ce que c'est cette seule raison qui vous a fait rejoindre Hervé Morin, David Marguerite? Alors, je vais peut-être être un peu longue sur cette réponse. Oui, quand je disais que ça faisait 7 ans que je réfléchissais, effectivement, en étant au Conseil économique et social, environnemental, c'est de base, on étudie les politiques de la région qui sont proposées par la région et on se saisit ou on s'autosaisit de sujets qui pourraient être importants pour la région. Donc effectivement, j'avais cette connaissance des compétences de la région et des forces et des faiblesses de la région Normandie. Donc cette volonté de construire avec l'équipe d'Hervé Morin et David Marguerite, pour lequel je dois reconnaître que plusieurs actions que j'ai pu mesurer par le biais de soit du Césaire, soit de ma vie professionnelle et en lien avec les travaux publics. Alors, je pourrais en citer quelques-unes, mais en tant que présidente du CFA d'Alençon, la politique de l'apprentissage portée par David Marguerite, très forte, et cette volonté de construction d'un campus à Alençon avec une vraie ambition et la mixité des populations, vraiment, j'ai trouvé ça formidable et dans l'intérêt vraiment des jeunes et de nos professions. Il y a eu également, enfin, j'ai pu mesurer l'impact de la politique d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante sur l'économie des Normands. J'ai vu leur réactivité, notamment pendant la période de la crise Covid, où finalement la région s'est emparée du sujet, s'est mise en réaction, en lien avec les filières, la préfecture pour, par exemple, permettre à ce que les entreprises puissent obtenir des masques, ce qui était pour le coup à l'époque indispensable pour pouvoir retravailler. En tout cas, j'ai pu mesurer les différentes actions de la Normandie conquérante et j'avais envie, en fait, de passer de l'observation à l'action, avec des grands enjeux. Et quand je disais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, avec des vrais sujets, notamment sur l'orientation des jeunes Normands, et sur la formation des demandeurs d'emploi, des salariés, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises, puisque les entreprises sans personnes formées et formées, on va dire, de la meilleure des façons, ne peuvent pas avancer et continuer d'avancer. Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour ces réponses à ces premières questions personnelles de cette première partie. On va faire la transition avec vos propos que vous venez d'évoquer, le fait de vouloir passer à l'action. Vous n'avez pas traîné à passer à l'action en 2021 après la victoire d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante, puisque vous avez été nommée donc vice-présidente de la région Normandie en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des numériques, qui sont des leviers de développement économique, social et culturel très importants. La question que je voulais vous poser donc, quelles sont les grandes orientations définies et les objectifs que vous êtes fixés avec Hervé Morin pour cette nouvelle mandature sur ces différentes thématiques, justement? Alors déjà, c'était poursuivre l'action engagée par Hervé Morin lors de son précédent mandat, mais avec cette volonté encore d'accélérer. Donc on a plusieurs ambitions. Donc j'en parlais tout à l'heure, je parlais orientation, mais la première des ambitions, c'est d'accompagner les Normands justement face à leur ambition. En fait, la région Normandie a un taux de diplômés du supérieur inférieur à la moyenne nationale, et l'idée, c'est finalement de pouvoir offrir aux Normands la possibilité de s'accomplir comme n'importe quel autre Français.
Nous avons donc ce sujet de départ des étudiants au-delà de la licence. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner le plus d'étudiants possible jusqu'à des niveaux master et au-delà, pour pouvoir attirer les Normands et éventuellement d'autres jeunes, puisque nous avons des besoins forts en termes de recrutement au niveau technicien et ingénieur. Nous avons le souhait, et nous l'avons déjà commencé, d'attirer des nouveaux établissements en Normandie, mais également d'accompagner les universités et nos établissements sur l'ouverture de nouvelles formations. Nous avons toujours et comme ambition d'accompagner la recherche normande, et les universités, les établissements, les laboratoires dans l'amélioration et cette capacité à la recherche normande, sachant qu'on a en Normandie des vraies pépites en termes de laboratoires de recherche. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner notre écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche vers toujours plus de rayonnement et de montrer en quoi finalement la région Normandie mérite d'attirer des étudiants de partout. Alors justement, on va décortiquer ça, on va prendre notre scalpel et on va détailler votre action au niveau régional avec les différentes délégations que vous avez à charge. La première donc, celle de l'enseignement supérieur, c'est un sujet central de votre mandat. Il y a plus de 92 000 étudiants, il y a 3 grandes universités, on peut citer différentes écoles qui existent, des écoles d'ingénieurs, des écoles de gestion et de management, des sections post-bac dans les lycées. Il y a également des écoles de formation sanitaire et sociale ou encore des écoles de beaux-arts. Bref, cette litanie d'écoles nous fait dire que la Normandie dispose d'un réel potentiel de formation supérieure. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, chère Julie, face aux régions dites universitaires ou dans l'imaginaire partagé sont davantage universitaires peut-être que la France, comme l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bretagne, comment la région Normandie se distingue-t-elle et surtout comment elle renforce la qualité de son enseignement supérieur? Alors déjà, j'ai envie de dire que la région Normandie se distingue par son investissement pour l'enseignement supérieur à la recherche. En fait, on est, rapporté au nombre d'habitants, on est la région de France qui investit le plus pour son enseignement supérieur. Alors on pourrait imaginer que c'est parce qu'on a un peu de retard. C'est pas tout à fait vrai. Nous avons quand même, voilà, je le disais tout à l'heure, mais des vraies forces et des universités qui sont pluridisciplinaires, qui offrent énormément de types de formation. Nous avons aussi des belles écoles d'ingénieurs. Donc l'idée aujourd'hui pour nous régions, c'est de les accompagner, d'accompagner ces établissements, ces universités dans leurs projets d'établissement. Donc ça peut être, nous avons des dispositifs actuellement qui permettent d'accompagner donc les établissements dans leurs projets pour améliorer la pédagogie, le cadre de vie de leurs étudiants. Donc ça, ce sont des premiers dispositifs. Nous avons aussi une volonté assez forte d'améliorer l'attractivité de nos campus, en fait, pour faire en sorte que nos campus soient à la hauteur des standards internationaux, puisque finalement, pour attirer des jeunes étudiants et pouvoir offrir un contexte d'études un peu séduisant. Nous avons plusieurs autres dispositifs. Un dispositif, là encore, qui est assez remarquable, on l'appelle le RIN doctorant. On a une politique doctorale très très forte en Normandie qui va bien au-delà de ce qui se fait dans les autres régions. Nous finançons des thèses à 100% et d'autres sont cofinancées à 50% avec quelquefois d'autres collectivités. On a toujours ce travail en lien avec les collectivités voisines pour essayer de monter ensemble des cofinancements de thèses. Nous avons une politique forte de soutien à la recherche. Nous finançons alors beaucoup avec des fonds européens quand il s'agit de la recherche. Nous finançons des plateformes avec des équipements très 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 modernes. Nous avons en Normandie des équipements qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. Oui, il faut le dire. Et donc aussi un financement de projets de recherche. Et puis, dans l'idée, nous essayons d'être vraiment très à l'écoute de l'ensemble des établissements et des universités pour les accompagner dans toutes ces démarches de réponse aux appels à projets qui sont maintenant inévitables, que ça soit au niveau national ou européen. Et là, les universités ont vraiment besoin du soutien de la région. C'est-à-dire que quand la région accompagne, c'est un accompagnement par le biais de financement, par exemple, d'études, mais aussi un engagement, en fait, à être auprès d'eux dans leur démarche, où on a plus de chances, en fait, d'aboutir à être lauréat de ces projets. Donc voilà, c'est une présence, finalement, au quotidien, une relation au quotidien, que ce soit avec les établissements ou les laboratoires de recherche, pour faire en sorte que
la qualité, que l'enseignement supérieur et la recherche normande avancent encore. Alors, vous venez d'évoquer l'adjectif, ou plutôt, devrais-je dire, le verbe avancer, sur un sujet particulier qui, chez les jeunes, peut revenir lorsqu'il est parfois très tard en soirée et que la lucidité n'est peut-être plus forcément là, où on peut lire ça aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y aurait entendre parler certains, une faible offre de parcours dans l'enseignement supérieur en Normandie. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a de nouveaux parcours qui s'ouvrent, de nouvelles structures qui s'ouvrent avec des parcours définis? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une faible offre de parcours en Normandie. Je pense que déjà, on a un gros déficit de communication, en fait, sur l'ensemble des offres, des possibilités proposées. Il y a quand même réellement un travail à faire d'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, des établissements et pour se diversifier, pour proposer des formations nouvelles, des modalités nouvelles de formation. On sait qu'aujourd'hui, les étudiants aspirent à plus d'apprentissage. Donc, il y a ce souhait aussi de faire évoluer les formations que nous tentons d'accompagner au mieux. Et puis, quand même, un petit déficit dans certains types de formations. Alors, certains petits déficits quelque part, donc sur les écoles d'ingénieurs, effectivement, on avait un manque d'écoles d'ingénieurs. En tout cas, la nécessité de former plus d'ingénieurs. Donc, potentiellement un manque d'écoles d'ingénieurs. Et nous accueillons, par exemple, une nouvelle école sur Caen, l'ISEN, une école spécialisée en électronique et numérique. Et nous avons d'autres projets d'accueil de nouvelles écoles. Et puis, on parlait de déficit de formation, mais oui, il y avait réellement des déficits de formation, et notamment un très important, c'était pas de formation de dentiste en Normandie. Et là, grâce à l'action engagée par Hervé Morin et dans la précédente mandature, nous avons ouvert cette année une école universitaire de formation dentaire, donc à Rouen et Caen. Donc l'idée, c'était vraiment de pallier le déficit de dentistes en Normandie. Bon, alors, il faudra un peu le temps que ça produise ses effets, mais nous avons déjà financé, nous avons commencé en finançant des fauteuils dentaires dans différentes villes normandes. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de pallier le déficit, et c'est une action vraiment forte d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante qui a permis aujourd'hui d'accueillir cette formation. Nous avons ouvert, et la première promotion est sortie la semaine dernière, où il y a 15 jours, une formation d'audioprothésiste. Là, c'est pareil, un vrai manque sur le territoire, au niveau national, mais en Normandie également. Et puis, une école de vétérinaire aussi, pour pallier le déficit de vétérinaires en Normandie, donc, qui a ouvert à Rouen cette année. Bon, à n'en point douter, on pourrait dire désormais, au cours de soirée, lorsque notre ami est un peu trop éméché, il raconte n'importe quoi, que non, en Normandie, ça bouge et que de nouvelles écoles s'ouvrent. On va continuer à décortiquer votre action régionale. Il reste 2 questions avant de passer à la 3e partie, rubrique jeunesse avec Lou Laurent, en parlant du numérique. Pour réussir la transformation numérique de la Normandie, la région elle s'engage avec des acteurs, un collectif, dans une logique innovante et collaborative pour répondre à plusieurs objectifs, celui d'équiper les territoires en ressources numériques, accorder une importance à des sujets comme la cybersécurité, constituer un écosystème régional de la donnée. Bon, bref, il y a beaucoup d'objectifs. Concrètement, vous qui êtes donc vice-présidente de ces sujets depuis 2021, quels sont les grands projets, les grandes innovations, les réalisations qui ont pris le jour ou qui vont voir le jour à l'avenir? Effectivement, le mot collaboratif et écosystème, c'est vraiment ça. Donc en fait, sur le numérique, on a plusieurs sujets. On a le sujet souveraineté numérique avec en projet et déjà en démarrage la construction d'un data center à Saint-Romain-de-Colbosc pour permettre de stocker nos données de façon souveraine, d'assurer en fait l'ensemble du stockage. On a dans ce futur data center également, la commande d'un supercalculateur de nouvelle génération, nous en avons un aujourd'hui à Rouen, mais celui-ci sera nouvelle génération, donc qui est au service en fait de nos laboratoires de recherche. Donc là, il y a le lien entre le numérique et l'enseignement supérieur et la recherche. Nous avons également d'autres sujets, nous travaillons sur d'autres sujets, le sujet de la médiation numérique et des tiers-lieux. Donc on a créé un nouveau réseau qui s'appelle Normandie Connectée et qui rassemble les anciens EPN, donc établissements publics numériques qui existaient d'abord en Basse-Normandie, qui se sont étendus sur le territoire, et les tiers-lieux pour faire réseau et accompagner ce réseau dans leur développement et les actions qu'ils peuvent mettre en place avec toujours cette idée d'équilibre des territoires. En fait, on essaie de créer un réseau, de faire sens et d'en avoir en fait sur l'ensemble de la Normandie.
Et puis, j'ai envie de... Alors, il y a deux sujets quand même qui sont très importants aujourd'hui. On a parlé, enfin, le sujet cybersécurité, où là, l'idée aussi, c'est de toute façon... On n'a pas le choix, il faut s'emparer du sujet. On travaille donc en partenariat avec Caen, Rouen et Le Havre pour mettre en place, par le biais d'une candidature à Campus Cyber France, un écosystème complet finalement de formation initiale, formation tout au long de la vie et d'entreprise pour pouvoir répondre aux incidents et être préparé à la réponse en cas d'incident, avec aussi ce travail de sensibilisation nécessaire auprès de l'ensemble collectivités, entreprises. Voilà, c'est un vrai sujet. Je voudrais juste dire deux mots sur le CSIRT, qui est porté par l'AD Normandie et qui est un numéro, en fait, un numéro d'urgence. Quand on est victime d'une attaque, on appelle et on peut être mis en relation avec une personne à même de nous aider, de premier secours, et éventuellement avoir une liste de prestataires pour nous aider s'il y a des difficultés supplémentaires. Et puis le sujet data. Le sujet data qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, enfin c'est déjà le cas depuis quelques années, avec cette volonté de la région de s'emparer du sujet, de sensibiliser. Donc on va entamer une démarche de sensibilisation des collectivités sur le sujet de la donnée, l'usage que les collectivités peuvent en faire. Donc ça va être fin d'année, début d'année prochaine. Quelques mots sur le Data Lab. Le Data Lab est un consortium qui est piloté par la région Normandie, qui comporte 3 collèges, collectivités, entreprises et académiques. L'idée de ce consortium, c'est de faire émerger des projets data, de faire émerger des projets qui peuvent mener à des preuves de concept, voire potentiellement demain une création d'entreprises ou de start-up, d'accompagner en fait les porteurs de projets, de tester la faisabilité de leur projet et puis de faire émerger finalement voilà, des idées qui peuvent soit irriguer le territoire, soit créer potentiellement des entreprises. Merci beaucoup Julie. On va passer à la dernière question très importante, puisque c'est celle de l'innovation. C'est un facteur de création et de modernisation de la société, particulièrement central, notamment pour développer des activités des entreprises régionales, mais pas que. Il y a également, il me semble que vous allez en parler, le sujet de la science, le lien avec la science. Concrètement, sur l'innovation, que pourriez-vous nous dire sur ce sujet? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelle est l'étendue peut-être aussi de votre délégation et des dispositifs que vous avez lancés? Alors effectivement, l'innovation, elle est en lien avec la recherche, elle est en lien aussi avec le monde des entreprises. Donc l'idée de nos dispositifs, en fait, c'est de créer ce lien, de permettre ce lien, de financer des projets qui sont collaboratifs. Donc on est dans cette recherche de nouvelles idées, de potentiel, et on finance donc des projets qui sont portés par des entreprises normandes, si possible. Quelquefois, on a aussi des extérieurs. En tout cas, il y a toujours une base normande et des académiques qui portent des projets pour effectivement, demain, là encore, créer des services qui répondent aux besoins des entreprises ou qui peuvent porter la création d'entreprises. Voilà, ça c'est un financement qui existait et qui se poursuit. On a aussi une aide dans ce cadre-là aux centres techniques qui sont en fait des centres qui font ce lien avec la recherche académique et les entreprises. Un vrai suivi et un vrai soutien de ces centres. Et puis, je voulais effectivement finir par quelques mots sur la CSTI, ou le dialogue sciences-société, qui est un peu finalement la seule compétence régionale. Nous avons une ambition forte de massifier ce dialogue sciences-société. On a vu que notamment pendant la crise Covid et puis la période des vaccins qui a suivi, beaucoup ont mis en doute la science. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de remettre en fait la valeur de la science à son véritable niveau. Et dans CSTI, le côté industriel également. On sait que la région Normandie est une région très industrielle, donc nous devons aussi porter cette valeur de l'industrie au niveau du grand public. Et avec un enjeu pour moi, forcément, j'ai commencé par ça en disant que j'étais une femme dans le milieu des travaux publics, mais l'enjeu de l'augmentation, en tout cas, de limiter le genre dans les formations. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur la présence,
présence de la femme dans les formations scientifiques. Juste une petite anecdote, mais quand ces organismes de CSTI, qui peuvent être des organismes ou des associations, une association de CSTI me dit un jour, si je fais dans la rue, mon petit laboratoire de sciences, je vais avoir des filles et des garçons qui vont venir jouer enfin, de façon équitable, en fait, garçons et filles. Si je fais ça dans une association sur inscription, ce sera des petits garçons qui viendront s'inscrire et les filles n'oseront pas. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu, finalement, de permettre aux filles d'accéder aux sciences et à l'industrie. Bien, merci beaucoup Julie pour ces réponses. On en sait, et nos auditeurs en conviendront davantage sur les grandes réalisations de votre vice-présidence, votre action au niveau régional, ce qui est l'occasion, le temps désormais d'ouvrir la troisième et dernière partie de notre neuvième épisode des Entretiens Conquérants. C'est désormais un rendez-vous incontournable de nos podcasts, puisque c'est la rubrique jeunesse avec aujourd'hui, donc il s'est présenté tout à l'heure, mais il va davantage se présenter. Lou Laurent, bonjour Lou, comment vas-tu? Mais écoute, je vais très bien. Je suis très heureux d'être à Verny, dans le Sud-Manche, un territoire que je connais particulièrement bien parce que je viens de Sourdeval, à une vingtaine de kilomètres de Verny. Et je suis donc très heureux d'être là avec vous deux. Pour me présenter en quelques mots, j'ai 21 ans. Je suis jeune Normand conquérant depuis le début, donc ça fait déjà 3 ans maintenant. Je suis aujourd'hui étudiant à Paris, à la Sorbonne. J'étais étudiant pendant 3 ans à Rennes. Et donc voilà, je vais poser quelques questions à Julie qui pourra nous préciser quelques éléments concernant la politique régionale sur l'enseignement supérieur. Pour commencer, Julie, j'aimerais vous poser une question sur l'enseignement supérieur, thématique particulièrement importante pour nous, les jeunes Normands. J'ai pu apprendre à travers des recherches que la région Normandie pouvait cofinancer à hauteur de 50% et parfois même jusqu'à hauteur de 100% les allocations de recherche doctorale s'inscrivant dans l'un ou plusieurs des 5 réseaux d'intérêt normands, les fameux RIN. Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie régionale concernant ce soutien aux thèses en précisant ce que sont ces RIN? On finance des allocations à 50%, mais pas que. On finance également des allocations à 100%. Les RIN, en fait, donc les réseaux d'intérêt normand, finalement concernent l'ensemble des formations qui peuvent se faire en Normandie. Ils sont 5 de différentes natures. Donc on a la chimie, santé, biologie, plutôt sciences humaines et sociales. Enfin, en tout cas, l'ensemble des disciplines sont concernées. Pour financer ces thèses, jusqu'alors, puisque j'en profite pour dire que nous sommes actuellement en train de réécrire et repenser notre schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sera voté en séance plénière en décembre cette année. Potentiellement, les dispositifs pourront changer. Donc, c'est un peu délicat aujourd'hui pour moi de parler de tout ça, puisque nous n'avons pas encore décidé. Mais clairement, nous continuerons à soutenir les doctorants, puisqu'en fait, c'est une nécessité pour nous, je le disais tout à l'heure, mais d'amener finalement plus de Normands et autres Normands, puisqu'il n'y a pas, dans les doctorants, il n'y a pas que des Normands, mais l'idée, c'est vraiment d'amener de plus en plus d'étudiants vers le doctorat. Donc, en fait, on en finance 50, 50 à 50, 50 à 100. Et nous finançons même d'autres doctorants dans le cadre de projets de recherche. Sur la question la possibilité de faire cette thèse ou pas, nous n'intervenons pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne choisissons pas les thèses qui vont être retenues. Nous passons par la commu. La commu qui est en charge depuis plusieurs années finalement de la politique doctorale de la région. Nous nous reposons sur leurs compétences en tant que chercheurs pour valider finalement l'intérêt et la qualité de la thèse. Et finalement, nous validons et nous finançons en fonction du classement qui nous est proposé par la commu. Mais nous n'intervenons pas directement pour choisir, en tout cas à ce jour, pour choisir la thèse que nous allons financer ou non. Et justement, concernant ces thèses, ne serait-il pas possible selon vous de renforcer la publicité autour de ces dernières afin d'approfondir le lien entre les chercheurs et les acteurs locaux que nous avons en Normandie? Nous, les jeunes Normands conquérants, avons proposé une proposition, c'est de renforcer la publicité
des thèses, notamment à travers un site internet qui serait accessible, par exemple, pour les entrepreneurs, pour le milieu culturel en Normandie, qui pourraient lire ces thèses et justement chercher des éléments pouvant renforcer leur projet. Ah oui, je pense que c'est vraiment une idée très pertinente. Déjà, ça permettrait, de communiquer en fait, sur, l'action de la région qui est quand même très volontariste, en termes de financement des thèses. Ça permettrait, comme tu le disais Lou, aux entreprises de prendre conscience en fait des thèses qui ont été faites, sur le territoire normand. Et puis je pense qu'il y aurait un intérêt aussi, pour les thèses futures. Finalement, pour trouver potentiellement des cofinanceurs ou pour permettre le développement de thèses CIFRE. On encourage vraiment le développement de thèses CIFRE. D'ailleurs, nous, en interne, nous avons quelques thèses CIFRE. Mais oui, c'est vraiment une idée finalement assez simple et qui permettrait de mesurer la richesse en fait de la recherche et des thèses qu'on peut avoir en Normandie. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment un financement totalement blanc, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de critères sur les thèses qu'on finance et ça montrerait bien finalement l'ensemble des champs de compétences que nous pouvons avoir en Normandie. Et on revient à la partie précédente où on disait le manque de communication, le manque d'information sur la variété de ce que nous pouvons offrir en Normandie. Ça pourrait être effectivement très pertinent. Dernière question, toujours sur la même thématique. Nous constatons depuis déjà un moment que de nombreux jeunes Normands quittent leur région pour faire leurs études ailleurs. Ça peut être en Bretagne, en Île-de-France, comme l'avait dit Gauthier en début de l'émission. Et moi-même, j'en suis un exemple parce que je suis parti à Rennes, puis maintenant je suis à Paris juste après mon bac. Et selon vous, quelle piste la région a-t-elle pour inciter les jeunes Normands à rester ou même revenir en Normandie dans le cadre de leurs études ou de leur entrée dans le monde du travail? Dans le cadre des études, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait effectivement passer par j'en reviens toujours à la même chose, mais en fait un bilan sur l'ensemble des formations qui sont faites en Normandie pour savoir finalement celles qui ne sont pas proposées en Normandie et pouvoir potentiellement les offrir, hein, pourquoi pas. Ce qu'on fait déjà, nous, c'est quand même, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'accompagner les établissements dans leur évolution de formation, hein, pour qu'elle soit en phase avec les besoins des étudiants qui peuvent évoluer et qui changent, hein. Aujourd'hui, les étudiants ont envie de plus en plus de faire de l'apprentissage. Donc, développer les formations dans le supérieur sur l'apprentissage, ça peut être un enjeu. Et puis quand même, vous dire que la région Normandie, en termes d'économie, enfin, c'est une région très attractive, hein, qui permet, qui l'est déjà et qui va le rester et sans doute devenir une région avec un enjeu fort, hein, avec en termes de transition écologique, d'énergie. C'est vraiment une région du futur. Donc, une meilleure communication sur l'ensemble des formations qu'on a en Normandie et aussi une communication sur ce que va devenir la Normandie demain, le potentiel d'emploi qu'il y aura, puisque finalement on étudie en fonction de ses envies. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite, hein. L'idée, c'est que les jeunes Normands puissent s'accomplir et dans leurs ambitions, dans ce qu'ils veulent faire, mais c'est quand même toujours dans le but de pouvoir s'y épanouir après professionnellement. Donc peut-être aussi communiquer sur demain l'emploi qu'il y aura en Normandie, et puis surtout redire, et ça c'est le rôle de l'agence d'attractivité, pardon, redire que la Normandie est une région fort agréable à vivre, avec des villes, pour ce qui est des villes étudiantes, pareil, très abordable. En termes financiers, c'est forcément moins onéreux finalement que d'étudier à Paris, par exemple. Donc des villes agréables à vivre, hein, que ce soit Caen, Rouen, Le Havre, mais qu'on a aussi des possibilités d'étudier dans des plus petites villes comme Saint-Lô, Alençon. Voilà, on a quand même beaucoup de possibilités d'étudier en Normandie et en théorie, tout le monde peut y trouver sa place. Merci Julie. Merci beaucoup, Lou, pour tes questions pertinentes qui, à n'en point douter, répondront peut-être à un certain nombre d'entre elles que peuvent se poser les jeunes Normands. C'est l'occasion donc de terminer, clôturer cet épisode des Entretiens Conquérants. On a passé un très bon moment, on a appris beaucoup de choses, comme d'habitude, à n'en point douter. Merci beaucoup, Julie, pour votre accueil à Verny. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Oui, très bien, c'était un plaisir d'être avec vous deux.
Et sur ces mots que nous allons terminer cet épisode. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux au fur et à mesure du temps à être à nos côtés. Remercier également les équipes de la Normandie Conquérante. Ils se reconnaîtront pour l'organisation, le coup de main à l'organisation de ces podcasts. Ils sont précieux et c'est une aventure collective que nous vivons ensemble, aussi bien entre élus, collaborateurs que militants sympathisants comme les jeunes Normands Conquérants. En attendant, mesdames et messieurs, on se dit au mois prochain où nous serons cette fois-ci de nouveau dans le Calvados, à Aérobuis-Saint-Clair, avec donc Rodolphe Thomas, qui est donc 10e vice-président des régions Normandie en charge de l'aménagement du territoire et de la cohésion sociale. En attendant, profitez bien, on se retrouve le mois prochain et comme on dit en Normandie, à tantôt.